Bonjour. Allez, nous allons continuer aujourd'hui sur le détecteur autonome de courrier. Nous en sommes au deuxième tuto. C'est donc pour poursuivre le tuto qui avait été présenté il y a à peu près une quinzaine de jours sur le schéma électronique de ce détecteur de courrier. Eh bien, nous sommes toujours sur le schéma électronique, mais nous allons passer à la suite et aller un peu plus dans le détail. Mais avant tout, eh bien, je demande à ceux qui prendraient cet ensemble de vidéos en cours d'aller d'abord visionner les deux vidéos qui sont ici, puisque en fait le tuto 02 que ici présent eh bien, est la suite de ces deux vidéos. Vous avez les liens qui sont ici sur l'écran et vous avez également les liens qui sont en description dans la vidéo YouTube. L'objectif, c'est de faire soi-même, être capable de faire soi-même, et pour soi-même ou pour ses amis, ce détecteur de courrier, en mixant de l'électronique telle que des microcontrôleurs, un microcontrôleur ici en fait, l'Atini 85, et puis des composants tels que les MOSFET, des LED adressables, etc. Ça sera aussi d'aller voir un petit peu à l'intérieur du codage de l'Atini. Donc c'est un codage assez simple, hein, c'est un petit microcontrôleur, mais je pense que c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même quelques petites astuces, donc je pense que ça va vous plaire. Mais avant tout, c'est le partage entre nous, entre électroniciens, entre makers, euh, voilà, et puis discuter de tout ça. Lors de la dernière vidéo, eh bien, nous étions restés à ce schéma-là. Donc on voit de suite que la vidéo qui va suivre, qui est en cours, pardon, ça sera d'aller travailler sur le remplacement de BP2. En fait c'est BP1, ici il y a une petite erreur, BP1 et BP2. Mais je suis sûr que vous l'aviez tous vu. Et puis aussi travailler un petit peu sur la référence de tension qui va nous servir à surveiller l'usure de la batterie. L'emploi de la ZLR, en fait, peut poser problème et nous allons voir pourquoi et comment résoudre ce problème. Aucun switch, nous l'avons dit. BP2, BP2 qui est ici, eh bien, va être remplacé par ce schéma-là. On voit bien ici R7, R7. Donc tout ça, c'est équivalent à BP2. On voit ici qu'il y a une touche sensitive. C'est une touche sur laquelle on pourra poser le doigt. Récapitulation, Q2 va se substituer à BP2 par la pose du doigt sur le bouton et ça va provoquer la saturation de Q2. R6 et RV2 vont donc générer une tension suffisante sur le gate, de Q2. Et puis, bon, on a un condensateur qui sert surtout à mémoriser de manière brève la tension de gate, de telle façon, lorsqu'on le retire le doigt, l'Atini se réveillant a le temps de lire cette tension. R5, c'est une résistance de protection contre le court-circuit, peu de rôle fonctionnel en fait. J'ai choisi un BS170 qui est un MOSFET canal N dans un petit boîtier et avec une petite tension de seuil VGS. Tension de seuil VGS, c'est la tension qui, lorsqu'on la dépasse, permet de rendre conducteur le transistor. Je voulais une tension de cet ordre-là, il fallait qu'elle soit à peu près de la moitié de la tension d'alimentation. Comme nous sommes alimentés en 4,5 V, c'est impeccable. Donc, le fonctionnement, si VGS ici est inférieur au seuil VGS, eh bien, le transistor est bloqué, aucun courant ne traverse, aucune chaîne de tension dans R, VDS égale VCC. Si VGS est supérieur au seuil VGS, le transistor se sature
Le drain est donc potentiellement parlant à la masse, et donc VDS vaut 0 volts, et la tension R ici, pardon, la borne basse de R est potentiellement reliée à la masse, ce qui est équivalent à BP2 appuyé dans l'ancien montage. Comment ça fonctionne? Eh bien, dès que le doigt pose sur ce bouton sensible, qui est là, ici, j'établis un pont diviseur constitué de la branche haute de R5 de la résistance du doigt, de la branche basse de R6 et de RV2. Les éléments sont calculés de telle sorte que, comme on l'a dit dans le slide d'avant, de rendre Q2 saturé. VGS sera supérieur au seuil VGS. Donc R7 sera potentiellement à la masse. On voit qu'il y a un petit chrono, on va en parler après. R5, en fait, elle est négligeable par rapport aux autres résistances du pont qui sont des mégomes, hein, qui sont de l'ordre de grandeur du mégome. Le doigt aussi, vous en doutez. Donc R5, avec son petit kilo, elle ne pèse pas beaucoup. Pour BP1, BP1, donc c'est l'équivalent de l'intervention du facteur sur la boîte à l'extérieur. Comment on va faire? Ben c'est pareil, BP1 sera remplacé par ce petit montage-là. Qu'est-ce qu'on fait? La boîte aux lettres, en fait, c'est une boîte entièrement fermée avec une absence totale de lumière. Donc ici, c'est un phototransistor Q5 qui va donc se mettre à conduire dès lors où la boîte aux lettres sera entrouverte, la porte ou le volet, à condition bien sûr que le facteur passe la journée. Mais je n'ai encore jamais vu dans ma vie un facteur qui passait la nuit. Si c'est le cas chez vous, oubliez ce projet, ou plutôt suivez-le jusqu'à la fin pour la compréhension, mais vous ne pourrez pas le monter chez vous. Voilà, donc le transistor va se mettre à conduire, va envoyer un courant sur RV1 qui va faire une tension suffisante sur BP et sur Q1 pour le saturer, et j'aurai donc R4 à la masse. La résistance R1, on en parlera en fin de vidéo. Voilà, tout ça est récapitulé ici et ici. Oui, alors on peut dire aussi qu'il y a un deuxième transistor qui est prévu au cas où. Eh bien, c'est que j'ai remarqué qu'en fonction des saisons de l'année, la lumière entrante dans la boîte aux lettres n'est pas tout à fait au même endroit. Moi, mes phototransistors sont sur le haut de la boîte. Eh bien, l'éclairement ne sera pas le même au même endroit en fonction des saisons. Donc, j'ai prévu d'en mettre deux. Et puis, on peut régler par RV1. Alors, la surveillance de la tension de batterie. Comment va-t-on faire pour surveiller cette tension de batterie? Ma méthode, moi j'utilise une ZR pour pouvoir créer une tension de référence et je vais créer un seuil de surveillance dans le code de l'Athénée. C'est ma façon de faire, je vais bien faire comme ça. Voilà, donc ça revient à faire ce schéma-là. Donc on voit qu'ici, la tension de référence, en fait, c'est la tension aux bornes de R13, puisque c'est celle qui est envoyée sur PB2. Et cette tension est égale à VCC moins la tension aux bornes de la ZR, donc VCC moins VD3. Voilà, donc la tension sur PB2 variera avec VCC. Alors, rappel. Oui, on l'avait dit dans la présentation précédente, ce schéma n'est pas compatible avec une grande autonomie du système, or ça fait partie du cahier des charges. Ce montage doit consommer très peu en moyenne, et donc
effectivement, dans une Zener, en fait, il faut lui faire passer, enfin, moi ici, j'ai dû polariser ça, la Zener, avec un courant de 10 mA, je crois me souvenir. C'est sûr que ce courant, on ne peut pas le laisser fonctionner 24 heures sur 24, laisser le courant débiter 24 heures sur 24. Donc, il va falloir trouver une astuce pour cela. Le schéma est en fait celui-ci. On a la chance d'avoir un port encore disponible sur la TINI. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va réveiller la TINI? Dans le code, il sera qu'il doit venir positionner PB0 à 1. Donc en fait, on va saturer Q4. En saturant Q4, on va laisser le courant de la Zener s'écouler vers la masse. Donc voilà, la Zener dans ce cas-là est polarisée. Et lorsque la TINI va se rendormir, avant de se rendormir, il viendra ici positionner PB0 à 0 de manière à bloquer le transistor. Donc lorsque la TINI sera au repos, c'est-à-dire la grande majorité du temps, eh bien aucun courant ne traversera la Zener. Donc les 10 mA sont gagnés. J'en ai profité pour venir aussi polariser la matrice 5,5. La matrice, une matrice de LED, c'est quoi? C'est un ensemble de tri-LED et avec chacune de ces tri-LED, un petit microcontrôleur. Donc j'ai 25 LED, 25 tri-LED, et donc j'ai donc 25 microcontrôleurs. Donc au repos, si je ne fais rien, ces microcontrôleurs vont consommer un courant de repos. Donc 25 microcontrôleurs vont consommer quelques milliampères, donc c'est pas bon. Donc en fait, on profite de la saturation de Q4, qui est donc un NPN. Ce Q4, en se saturant, viendra saturer Q3, qui en se saturant, viendra délivrer la tension de 4,5 V. Bien entendu, si la TINI est réveillée. Nous avions encore un port de disponible. On en profite pour mettre un buzzer qui viendra participer à l'animation de la matrice avec une séquence sonore. Le rôle de R1. Oui, le rôle de R1, on en a parlé tout à l'heure. Avant tout, je vous laisse regarder ce petit message. Petite surprise pour vous à la fin. Rôle de R1. R1, vous le voyez ici, c'est une résistance, c'est une LDR. Donc une LDR, c'est quoi? C'est une résistance dont la résistance varie en fonction de la lumière. Dans l'obscurité, la résistance a une très très grande valeur. Et lorsqu'elle est éclairée, cette valeur diminue. Donc on peut comprendre que cette tension va diminuer si elle reçoit la lumière. Alors pourquoi? Je rappelle ma boîte aux lettres, en fait, c'est une boîte aux lettres traversante dans mon mur. Ici, côté rue, nous avons la porte et le volet, donc pour le facteur. Et à l'intérieur, j'ai la porte utilisateur que j'ouvre pour retirer mon courrier. Il faut savoir que mes transistors, je disais tout à l'heure, ils sont là, ici, là, quelque part à l'intérieur, ils sont là. Ils sont là, donc c'est eux qui vont capter l'action par le facteur sur la porte. Quand j'ouvre ici, il peut avoir une lumière ambiante de la maison qui viendrait en fait perturber ces phototransistors. Donc en fait, R1, ici, lorsque je vais ouvrir ma boîte aux lettres, elle verra de la lumière, elle pourra voir de la lumière, elle sera orientée en conséquence, et donc la résistance va devenir très faible, et ça va venir mettre quasiment à la masse le transistor Q1
donc qui ne pourra pas se saturer. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. La fois prochaine, on va parler du code, et la fois d'après, le PCB. Je vous dis au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas la séquence surprise qui suit juste après.